Passons à notre deuxième joueur du jour, si tu veux bien. On peut aller sur Eric Bledsoe, par exemple. Donc Bledsoe, 10 saisons sur la décennie, 14 points de moyenne et 28 minutes de jeu sur l'ensemble de la décennie, 17 500 minutes, 62e total de notre période, 631 matchs, 2 fois All-Defense sur cette décennie en termes de palmarès, une fois en première équipe 2019 et une fois en deuxième équipe en 2020, et puis pas grand-chose de plus au niveau du palmarès individuel. Alors, niveau comparaison de draft, tu vas me dire, NBADraft.net, eux à l'époque, ils disaient que Eric Bledsoe c'était un mix entre Kenyon Dooling et Marcus Banks. Ok. Est-ce que ça te parle ces noms? Marcus Banks, je crois qu'il avait joué à Phoenix, si je dis pas de bêtises, mais ça s'arrête un peu là, quoi. Je te crois. Et Kenyon Dooling c'était un meneur, arrière meneur shooter Milwaukee qui a fini à Boston, je crois. Mais bref. Mais après, Bledsoe, il arrive surtout de l'équipe de Kentucky avec des Marcus Cousins et Tout à fait, compagnie. ouais. Ouais, tout à fait. Et tu vois, Kenyon Dooling est un peu plus shooter, il n'a pas du tout le profil de Eric Bledsoe. Et d'ailleurs, on enchaîne, alors Draft Express, pas de comparaison, mais Basketball Référence, tu te doutes de son surnom, évidemment. C'est Mini LeBron. Exactement, Eric Bledsoe, c'était Mini LeBron. Peut-être que ça pourra étonner les plus jeunes. Mais bref, donc son parcours, ça tombe parfait pour lui, hein, parce qu'il a 20 ans au début de notre décennie, puisque il est dans la draft 2010, donc il est pile dans notre période, donc 18e pick de 2010. Comme tu dis, l'équipe de Wall et des Marcus Cousins et tous les autres. Donc 2011, il fait 23 minutes de jeu par match, hein, mine de rien, déjà en tant que rookie, dans une équipe qui, c'est vrai, n'est quand même pas top. Donc voilà pour 2011. 2012, il perd un peu sa place dans la rotation, à peine 11 minutes cette saison-là, à peine 40 matchs aussi, donc pas vraiment dans l'équipe. On rappelle aussi que c'était l'année où il y avait à la fois Billups et Chris Paul qui est arrivé, donc ceci explique peut-être aussi cela. 2013, il retrouve un peu plus de temps de jeu, 20 minutes de jeu par match dans cette équipe qui est très très compétente des Clippers, évidemment. En playoff, ça s'arrêtera malheureusement contre Memphis au premier tour. Et puis donc, été 2013, il est échangé à Phoenix, chez toi, dans un deal à 3. Alors je sais pas si tu te souviens du deal à 3, mais il y avait du Caron Butler qui était envoyé des Clippers à Milwaukee, il y avait du JJ Redick qui arrivait aux Clippers. Caron Butler est même arrivé aux Suns, il a pris la photo de début de saison avec le maillot et tout, alors qu'il a jamais joué. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, ça. Elle est pas mal celle-là. Et Jared Dudley aussi, du coup, qui quitte Phoenix. Et donc on se dit, pourquoi ils font ça? Ils ont déjà Dragic, ça va pas marcher. Et en fait, ça marche. Ça marche pas mal. La fameuse année 2014 fantastique des Phoenix Suns. Alors lui, pour le coup, il est un peu blessé, donc il fait que 43 matchs, donc il fait que la moitié de l'année. Il est blessé de fin décembre à début mars, hein, grosso modo. Mais en gros, saison de l'explosion pour Eric Bledsoe, 33 minutes par match, 17 points de moyenne, 5 assists. Donc sur les matchs où il est là, il est très fort. Tu vas nous en parler, tu l'as très bien connu. Malheureusement, pas de playoff, hein, malgré les 48 victoires. Je crois qu'il y a une finale à l'avant-dernier ou au dernier match contre Dallas, je crois, qui finalement vous prennent le dernier spot des playoffs, il me semble. Et donc finalement, pas de playoff pour Phoenix. 2015, il n'y avait pas assez de meneurs, donc on rajoute Isaiah Thomas à Phoenix. Lui individuellement est toujours à 35 minutes de jeu par match, 17 points, 6 passes également. C'est du fait d'Eric Bledsoe d'ailleurs que Isaiah Thomas se retrouve à Phoenix. Parce que du coup, donc, quand les Clippers le transfèrent à Phoenix et qu'il joue sa première saison avec les Suns qui se passe bien, il est dans la dernière année de son contrat rookie. Et en fait, du coup, les Suns se tâtent à le prolonger. Lui pense qu'il peut avoir plus, mais finalement, il n'arrive pas à trouver. Et en fait, les Suns ont très peur qu'il s'en aille. Ils voient qu'il y a Isaiah Thomas sur le marché qui est pas très cher, donc ils disent on va se couvrir, on va prendre Thomas au cas où Bledsoe reste pas. Et au final, Bledsoe finit par prolonger, ce qui fait qu'ils se retrouvent avec 3 meneurs, mais c'était pas du tout ce qui était prévu. Ouais. Thomas, c'était vraiment la soupape de sécurité au cas où Bledsoe s'en aille. Et malheureusement, c'est ça qui va provoquer le départ de Dragic après, qui lui en aura marre de jouer avec 2 autres meneurs. Oui, maintenant que tu me dis ça, je me souviens que c'était mois de septembre qu'il avait fini par prolonger Bledsoe, voire même octobre. Enfin bref, c'était prolongation de contrat rookie, donc c'était dans cette période-là. Mais bref, donc 2015, pas de playoff pour les Suns. 2016, il fait que 31 matchs cette saison-là. Mélange de blessures et peut-être aussi de Phoenix qui est pas très compétitif. 2017, il fait 33 minutes de jeu par match, 66 matchs, donc saison pleine on va dire pour Bledsoe, 21 points de moyenne, 6 assists, mais malheureusement Phoenix c'est pas très bon, on est sur la pire période de l'histoire de la franchise quasiment. Pas de playoff pour les Suns évidemment. 2018,
C'est la fameuse année où il fait 2-3 matchs et il tweet je ne veux pas être là, I don't want to be here, avec la fameuse histoire. Non, mais je parlais de. En fait, j'étais. Je sais quoi, c'est le barbier. Il y avait une anecdote un peu bizarre. Finalement, il est très vite échangé à Milwaukee, où il fera plus de 70 matchs à Milwaukee cette saison-là. 18,5 assists du côté des Bucks. Pas encore de Jason Kidd, justement. En playoff, ça s'arrêtera contre Boston au premier tour, en fait, série en 7 matchs. La fameuse série, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, où Terry Rozier s'est un peu chauffé avec Bledsoe. Et puis ensuite, l'arrivée de Budenholzer du côté de Milwaukee, ça va un peu mieux, en tout cas d'un point de vue collectif. Lui, il a 16 points de moyenne, 5 assists, 29 minutes de jeu par match, on l'a dit, All Defense également. La grosse équipe de Milwaukee qui s'arrêtera en finale de conférence contre les Raptors de Kawhi Leonard notamment, et de Kyle Lowry, il faut aussi le dire. Et puis 2020, dernière année avec les Bucks, 15 points de moyenne, 27 minutes de jeu par match toujours. Et puis voilà, fin de la décennie, avec un Milwaukee qui tombe un peu trop tôt dans la bulle au deuxième tour contre Miami. Bref, donc c'est pour te lancer sur son profil, c'est un joueur que évidemment tu as très bien connu en tant que fan des Suns. Et j'ai presque envie de dire, je sais pas si tu seras d'accord, une décennie un peu trop irrégulière et un peu décevante entre à la fois les blessures et les mauvais contextes où il a été. Je pense après une décennie simplement décevante parce que le joueur était sans doute moins bon qu'on ne l'avait imaginé aussi, quoi. Où il y a vraiment ces quelques années à Phoenix avec Dragic où ça cartonne et même les années après où Dragic est parti, où Bledsoe fait toujours des stats. Mais c'est un joueur qui finalement a montré très rapidement ses limites, quoi. Où il y avait vraiment un côté athlétique qui permettait très facilement d'aller mettre des points en drive, d'aller chercher des lancers francs, etc. Mais en tant que meneur de jeu, ça restait un joueur quand même foncièrement limité dans la création et la lecture du jeu, quoi. Avec un apport au scoring qui pouvait être très variable justement parce que le shoot pareil restait très aléatoire aussi. Et en fait, Eric Bledsoe a été rapidement rattrapé par ses lacunes, je pense, même quand il se retrouve à Milwaukee, qui espère trouver en lui un meneur plutôt fiable, ce que ces statistiques laissaient apparaître à Phoenix, parce que ça faisait 3-4 saisons qui tournaient entre 15 et 20 points et 5 et 6 passes par match, donc ça laissait présager d'une certaine constance. Mais en fait, à Milwaukee, dans un rôle où justement on attendait de sa part une certaine régularité et un certain relais à la création, toutes ces lacunes justement qu'il pouvait avoir en termes de constance et particulièrement à la création, ont vraiment explosé, quoi. Où il aura jamais été, et particulièrement en playoff, le vrai relais poste-main que Milwaukee attendait de sa part, quoi. Parce que à Phoenix, il avait déjà laissé entrevoir ses lacunes, notamment quand il jouait avec Dragic, qui en faisant moins de statistiques que lui était bien souvent meilleur, quoi. Ah mais tu vois, c'est marrant que tu parles, tu formules la chose comme ça. C'est vrai que j'étais peut-être été moins déçu parce que j'avais moins d'attentes de base aussi, peut-être. Mais c'est surtout que je parle d'irrégularité parce que au moment de compter les bonnes saisons qu'il y a dans la décennie, il n'y en a pas tant que ça, quoi, malheureusement. Donc il y a 2019 et 20 du côté de Milwaukee, je trouve, sont de top niveau, enfin encore de top niveau, de top défense, mais pas avec un rôle non plus offensif énormissime. Ouais, mais tu vois, même ces saisons-là sont entachées par des campagnes de playoffs calamiteuses derrière, quoi. C'est vrai, ouais. C'est un peu le problème, c'est que c'est la transposition, notamment du jump shot en playoff qui ne s'est pas faite. Mais bon, en termes de saison régulière, voilà, c'est quand même pas mal. La 2018 aussi à Milwaukee, sa première où il arrive, bon, je la compte comme bonne. Après, il y a un creux en fait. Après, je vais chercher 2014. Je sais pas si peut-être je suis un peu dur avec ça, mais après, je vais chercher 2014. Encore en 2014, il fait que la moitié. Tout ce qui entre, c'est des équipes un peu nulles ou alors des saisons où il fait 20 ou 30 matchs. Et puis après, bon, je pense qu'à l'échelle de la centaine, avec des standards très hauts, une saison à 20 minutes par match dans une équipe des Clippers en 2013, bon, je sais pas à quel point ça compte. Mais tu vois, finalement, il y a une poignée de très bonnes saisons pour moi. Et c'est vrai que j'ai peut-être pas eu ce côté déception comme toi, parce que peut-être j'avais moins d'attentes sur le côté plafond et potentiel maximum. Mais moi, au contraire, je trouve que le joueur était assez intéressant. Alors, avec certaines limites, évidemment. Là, je te rejoins, mais bon, voilà, le profil assez équilibré et peut-être même, je trouve, un peu plus complet ou équilibré que parfois un peu le stéréotype du slasher fou peut laisser présager, c'est-à-dire un peu plus de passing, je trouve, un peu plus de toucher de balle que ce stéréotype-là. Et après, le problème, c'est vrai que ça pouvait pas être ta première option d'équipe, ni en termes de scoring, ni en termes de passing. C'est un peu ça ce que tu veux dire aussi. Ouais, mais après, le truc Bledsoe, c'est que là où, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'il a toujours eu un profil hyper intéressant, quoi. Le problème, après, c'est simplement le niveau, quoi. Et je pense que Milwaukee a été vraiment une très bonne illustration de ça, où pour le coup, il est arrivé avec le profil, et je me rappelle dans l'écho des parquets, quand on avait parlé de son arrivée à Milwaukee, on disait qu'effectivement, c'était la pièce idéale pour l'équipe parce que le profil collait très très bien à ce qu'il recherchait. Mais à partir du moment où il a été remplacé par Jrue Holiday, tout de suite, on a vu en fait la différence
alors que c'était deux joueurs qui, sur le papier, étaient censés avoir un niveau à peu près équivalent, quoi. Holiday dans un registre un peu plus fin techniquement et Bledsoe dans un registre un peu plus puncher, mais c'était deux joueurs qui normalement auraient dû avoir le même statut, auraient dû avoir à peu près le même rôle et auraient dû avoir à peu près le même niveau, quoi. Et en fait, dès que Holiday est arrivé à Milwaukee, on a bien vu que Bledsoe, en fait, c'était complètement à côté de la plaque, quoi. Parce que le joueur, en dépit de son profil, n'était pas un si bon joueur que ça, quoi, avec des qualités qui étaient vraiment certaines, mais vraiment des lacunes purement basket, en fait, qui fait qu'il y a toujours eu ce plafond de verre, en quelque sorte, qui finalement s'est révélé être un plafond d'acier, quoi. Je te trouve dur. Alors après, le problème avec le cas Holiday, c'est qu'en fait, il arrive à Milwaukee et il est bien meilleur que ce qu'on avait vu avant, notamment en termes d'efficacité. Mais tu vois, ce qui me plaît aussi avec Bledsoe sur ces années-là, la décennie qui nous intéresse, c'est que, alors, peut-être ça s'applique pas en playoff, ça on est d'accord, hein, ça se transposait pas en playoff et c'était un peu le problème et la limite, comme tu dis, de ce profil-là. Mais tu vois, en saison régulière, il est toujours au-dessus de la moyenne en termes d'efficacité. Et moi, ça me va et ça recoupe un peu avec ce que je disais sur le profil un peu plus équilibré, un peu plus de toucher de balle et de finition que ce qu'on peut penser avec seulement le mini LeBron, le slasher complètement bourrin qui va dans le tas. On est plus 4%, plus 2%, plus 5%, plus 3% au-dessus de la moyenne sur des usages de 23-28%. Sur la même période, Holiday est en dessous de la moyenne de manière, alors pas non plus énorme, mais il est clairement en dessous de la moyenne. Donc il y a ce côté-là. Le 3 points, encore une fois, ne s'est pas transposé en playoff sur des bons match-up sur les derniers tours de playoff, mais on est sur 34% à 3 points sur un bon volume de 4 tentatives par match sur post-2013, on va dire. Bon, voilà, c'était sur la saison régulière, ça allait, on va dire. Je crois que Jean Holiday est autour des 35%, donc pas beaucoup plus non plus, finalement. Et puis, je pense qu'il y avait aussi un boost d'efficacité de par... c'était un peu une machine à lancer franc, alors toute proportion gardée, pardon, évidemment. Mais ça aidait beaucoup au niveau de son efficacité. Et au final, je trouve que oui, il y avait des limitations en termes de côté cérébral, ça pouvait, en termes de créativité aussi, ça pouvait pas être ton meneur héliocentrique ou même à gros volume. Il y avait des limites au scoring, etc., etc. Mais finalement, ce côté scoreur efficace, qui a un peu de passing et qui surtout, on l'a pas encore abordé, mais peut être un défenseur d'élite par moment, finalement, c'était assez sympa. Mais pour moi, le problème, c'est peut-être juste qu'on l'a pas eu sur beaucoup d'années, au final, sur les 10, quoi. Le truc, c'est que dans un bon contexte, ça a toujours été un joueur plutôt performant dans l'absolu, Bledsoe, quoi. Je veux dire, sa première saison à Phoenix, il est absolument excellent à côté de Dragic, le combo marche super bien, parce que c'est deux joueurs qui se complètent à merveille, quoi. Où Bledsoe est plus fort dans le scoring direct, là où Dragic est plus polyvalent dans ce qu'il peut proposer offensivement, avec un peu de mi-distance, un peu de shoot à 3 points, un peu de provocation en drive, etc., plus de pick and roll. Et à côté d'un joueur comme ça qui tient le ballon et qu'il est capable de relayer, et là où il a pas besoin d'être le numéro 1 sur le terrain, en fait, ça se passe très très bien, et Bledsoe est très performant, et même après, aux côtés de Brandon Knight, qui du coup, lui pareil, manque par contre de création, contrairement à Dragic, Bledsoe est toujours très bon quand même, parce qu'il y a un autre joueur à côté qui tient un peu la balle, qui est capable de faire des trucs, de lancer des attaques, et de le laisser lui dans son coin pour scorer quand il a besoin de scorer, et surtout, lui, Bledsoe, est toujours présent pour scorer quand l'équipe n'y arrive pas, en fait. Et Bledsoe, par contre, a toujours eu cette bonne gestion du tempo, j'ai trouvé, tout au long de ces années, entre vraiment à quel moment il doit faire tourner l'équipe et à quel moment il faut qu'il aille chercher des points tout seul. Et ça, pour le coup, c'est une vraie qualité qu'il a eue, parce que c'est un joueur qui, avec les qualités qu'il avait en tant que scoreur et en tant que joueur de pénétration, et même en joueur d'élimination, parce que c'est un joueur qui a un très bon dribble, qui peut aller chercher des pull-ups en 1 contre 1 sans trop de difficultés, c'est un joueur qui aurait pu volontairement prendre plus de tirs que ça et être plus ambitieux qu'il ne l'a été aussi, quoi. Mais c'est un joueur qui finalement, dans son rôle, s'est toujours bien fondu dans les équipes dans lesquelles il a été, quoi. Et c'est vrai qu'au moment où il était drafté, moi je pensais qu'Eric Bledsoe, ça serait au mieux un super bon backup, et dans la plupart des cas, un meneur plutôt limité. En fait, il a été bien plus que ça. Je veux dire, ça a été un vrai bon meneur pendant 4, 5, Ouais. 6 ans sur la Ouais, je suis décennie. d'accord. Après, effectivement, c'est un joueur qui avait des stats à un moment qui on parlait de lui pour le All-Star Game, quoi, parce que c'était un joueur qui jouait vraiment bien à ce moment-là et qui individuellement avait un vrai bon niveau, hein. Je sais plus, je crois que c'est la saison 2017, il me semble, où à un moment il est genre à 25,5 de moyenne avec 2 interceptions, et en fait tu regardes tous les joueurs qui avaient fait des saisons avec ce genre de moyenne, ils étaient tous au Hall of Fame à part Steve Francis. Et en fait, Eric Bledsoe malheureusement sera le deuxième avec Steve Francis à avoir fait une saison statistique comme celle-là, mais C'est peut-être pas fini encore. faudra un sacré rebond dans sa carrière, quoi. Mais non, je veux dire, Eric Bledsoe a toujours été un très très bon,
pas un très très bon joueur, mais un très bon joueur, quoi, qui a toujours su se fondre dans des collectifs. Après, son gros tort, je pense, c'est qu'Eric Bledsoe n'était pas un bon meneur de jeu, en fait. C'est un très bon arrière, un très bon combo guard, mais ça n'a jamais été un bon meneur de jeu. Et malheureusement, la plupart du temps, c'est ce qu'on lui a demandé, parce que c'est ça qu'il devait faire. En fait, son rôle en NBA aurait dû être celui-là, et il a jamais réussi vraiment à l'endosser totalement. Alors c'est bizarre que je sois pas d'accord avec ça sur toi, mais parce que justement, enfin, j'ai souvenir qu'on se disait mais non, mais quand il arrive à Phoenix en provenance des Clippers, c'était vraiment voilà, comme tu dis, le combo guard. Et finalement, on avait eu un peu cette révélation que, ben non, en fait, le rôle de meneur de jeu un peu gestionnaire et tout ça, en 2014, c'était un peu la révélation, quoi. Alors après, je comprends ce que tu veux dire aussi dans le sens où, en fait, il était au minimum, quoi. Il n'était pas beaucoup plus. Il n'était pas à un niveau, peut-être, des attentes qu'avait Milwaukee, genre pour aller au titre, c'était pas suffisant. Et puis voilà, le côté efficacité qui a un peu chuté, pas défendu du tout en playoff à Milwaukee, etc. Mais voilà, moi je trouve que le profil était assez intéressant. Alors on n'a pas trop parlé aussi, mais au niveau de la défense, on est d'accord aussi que dans ses meilleurs jours, c'était un défenseur clairement d'élite sur le point d'attaque, sur les lignes extérieures en NBA. Oui, ça absolument, ça pour le coup c'est difficilement contestable. Eric Bledsoe a toujours été un très bon défenseur, même sur certains matchs où il n'avait pas envie de faire les efforts, mais en fait ça se voyait tout de suite parce qu'il était tellement bon défensivement quand il s'y mettait que quand il n'était pas dedans défensivement, tu voyais clairement qu'il n'était pas dedans, quoi. Parce que c'est un joueur, quand il défend fort, il défend vraiment très Ouais. très fort. Et il défend très proprement en plus. Je suis d'accord. Encore une fois, métaphore, enfin, pas, analogie filée avec Joe Holiday. Pour moi, le meilleur Bledsoe est pas si loin que ça, que le meilleur Joe Holiday. Peut-être que je sous-estime peut-être le côté intelligence sans ballon de Joe Holiday, mais bon, voilà, globalement, pour moi, c'est pas si loin que ça sur les deux profils en termes d'efficacité. Bledsoe est meilleur. Passing, c'est pas si loin que ça. Défense, c'est pas si loin que ça. Mais bref, et donc, passons au classement, justement. J'ai parlé de Joe Holiday, qui devrait descendre, qui est beaucoup trop haut. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse maintenant, peut-être. Où est-ce que toi, tu l'imaginais un peu dans notre classement actuel, Eric Bledsoe? Pour le coup, c'est pas un joueur que j'avais mis super haut, tu vois, mais c'est vrai que là, vu que tu parles beaucoup de Jrue Holiday, après tu me dis qu'il est trop haut aussi. Mais pour moi, c'est un joueur que j'avais plutôt placé à la même hauteur que Ty Lawson, tu vois. Ouais, pareil, ouais. Mais peut-être à tort, mais si on est d'accord, ça me va, quoi. Oui, non, j'étais un peu au même niveau, en tout cas dans la même zone. Parce que, encore une fois, moi, la comparaison intrinsèque de ce Holiday-là, de cette décennie, et pas le jour Holiday efficace de Milwaukee, mais cette version-là de cette décennie, pour moi, intrinsèquement, ça se vaut, clairement. Après, c'est vrai qu'il y a le nombre de saisons qui est pas pareil. Et c'est pour ça que je l'ai mis un peu aux zones Ty Lawson, parce que Ty Lawson a aussi 4-5 saisons et pas plus, et beaucoup moins bon défenseur, mais plus... Ouais, après là, tu vois, par exemple, je viens de voir que Jeff Teague était au-dessus de Ty Ouais. Lawson. Je pense que je mettrais Bledsoe au-dessus de Jeff Teague, par contre. Bah ouais, mais Jeff Teague a 9-10 ans, quoi. Toi, tu juges que sur les 9-10 de Jeff, que Bledsoe était meilleur au point que les 4-5, 5,5 de Bledsoe sont plus fortes que les 10 de Teague? Je pense que Bledsoe a des vraies saisons individuelles, ce qui n'est pas le cas de Jeff Teague, quoi, qui a toujours été dans des gros collectifs, principalement. Ouais. Non, je mettrais à peu près à cette hauteur-là, ouais. Ty Lawson, Jeff Teague, ça me semble être le même, on va dire, la même poule de joueurs, quoi. Bah, mettons-le entre les deux, du coup. Entre les deux. Donc là, on est au pire. Pardon, pour les auditeurs qui n'ont pas le classement sous les yeux, on est autour de la 60e place, si je dis pas de bêtises, à peu près, grosso modo. Bah, mettons-le là, ouais. Alors, du coup, entre les deux, on a Teague, on a George Hill et David Lee. Par rapport à George Hill, par exemple, moi, je préférais le mettre un peu en dessous. Je mettrais en dessous de George Hill aussi. Ouais. Mais j'aurais mis Jeff Teague en dessous de George Hill, je pense. Ouais. Je comprends. Je comprends. Et par rapport à Ricky Rubio, d'ailleurs? Je pense que je mets Ouais. Rubio au-dessus, Ok. quand même. Ok, bah faisons comme ça. Minutage de playoff, d'ailleurs, j'ai pas donné 1200 minutes à peine. Et encore, je pense que c'est bien boosté par, par la fin, Enfin, le début et la fin, d'ailleurs. Il a fait des minutes aux Clippers au début et ensuite à Milwaukee, les Bucks de Antetokounmpo. Bref, donc 1200 minutes, 106e total de la décennie à peine. Pile entre Carmelo Anthony et Corey Joseph. Voilà, en termes de minutage de playoff. Bref, je le cite. Hein. Ce qui donne absolument aucune image. Non, c'était juste pour dire que Carmelo était en dehors du top 100. Tu me connais, tu auras compris. Donc, petit quiz pour finir rapidement. C'est un qui est dans l'effectif. C'est le quiz pour toi, évidemment. Lucas, qui est dans l'effectif des Phoenix Suns 2014, cette équipe très marquante de la décennie? Est-ce que tu es capable, je pense que oui, de me citer des joueurs dans cet effectif des Suns 2014? Du coup, Eric Bledsoe, Goran Dragic, Ouais. Marcus Morris, Markieff Morris. Exactement. Alex Len. Oui, tout à fait, qui venait d'être drafté.
Gerald Green. Oui. Qui fait une saison de folie, hein, Gerald Green, cette année-là. Oui. Quasiment toute l'équipe est candidate au MIP, en fait, Oui, cette année-là. c'est vrai, ouais. Il y a Plumlee aussi, mais Ouais. j'ai oublié son prénom. Alors, c'est le grand frère, ouais, c'est Miles Plumlee, c'est pas Miles Mason. Plumlee. Qui est une trouvaille qui sort de nulle part, hein, lui aussi. Oui. Alors ensuite, je vais peut-être un peu sécher parce que je me rappelle plus qui était là, qui était plus là. Dudley n'est plus là. Non. Dudley, justement, est parti, ouais. Alors, Barbosa est-il toujours là ? Exactement, Barbosa est là. Leandro Barbosa est par là. Intérieur shooter, d'ailleurs. En intérieur poste 5, stretch 5, qui était là à l'époque Steve Nash, d'ailleurs. Lou Amundsen ? Non, bah non, qui est pas du tout dans ce profil-là, je suis bête. Non, celui qui shootait. Qui est ensuite allé aux Cavs de LeBron James. Ah, Channing Frye, évidemment. Exactement, Channing Frye. Et oui, une légende de Phoenix. Tout est relatif. Oui, qui a été un élément majeur de cette équipe, quand même. On a aussi un meneur, alors backup, je crois qu'il était plutôt 3e ou 4e lame là, dans cet effectif qui a fait 10 000 clubs. Ah, mais c'est Kendall Marshall ? Non. Non, c'est l'année d'après Kendall Marshall. Un tout petit slasher qui passe partout, qui a fait il a fait littéralement toutes les équipes. Ishmis. Exactement, Ishmis. Et par là, on avait un jeune de Kentucky que moi j'adorais, mais qui a trop rien donné du côté de Phoenix. Archie Goodwin ? Exactement, Archie Goodwin était là. Et puis, on avait alors le frère de Zach Randolph. Shavlik Randolph. Exactement, c'était Shavlik Randolph. Oui, qui était parti aux Celtics après. Qui est pas du tout le frère de Zach Randolph. Absolument pas. Alors, on n'avait pas Nerlens Noel, mais on avait Dionte Christmas, évidemment. Et puis le dernier, je pense que je vais te l'épargner, c'était Vyacheslav. Ah bah si, ouais. Krastov. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs de lui ? Oui, en plus. Bon ben voilà, équipe quand même assez alors iconique, je sais pas, mais très marquante de cette décennie. La fameuse équipe d'ailleurs des Sons of Anarchy à l'époque des Basketball. Les anciens s'en souviennent. Mais donc voilà.